Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Tu nous disais hier matin qu'il y avait un intérêt inhabituel pour ces élections au Canada. Est-ce qu'il y a eu déjà des premières réactions en Europe? En fait, il y avait plus d'intérêt en amont qu'il y en a eu ce matin, je dirais. Ah oui? La curiosité, c'était hier avec des gros sujets. Écoute, le journal de France 2, qui est un des journaux télévisés les plus écoutés, a consacré une vingtaine de minutes hier au Canada. 4 grands sujets, dont des trucs un petit peu hors piste, comme la réserve stratégique de sirop d'érable, prétexte donc pour parler du Québec, le français qu'on parle par rapport au français qui est pratiqué ici à Paris ou ailleurs en France, mais un réel intérêt, puis évidemment sur des questions bilatérales entre les États-Unis et le Canada, parce que comme je te le disais hier, il y a beaucoup de curiosité compte tenu qu'on est les premiers dans le monde occidental à se prononcer depuis le 20 janvier. Donc, quelle réaction? Le fait que le populiste que l'on disait futur premier ministre, M. Poilievre, défait. Ça, évidemment, ça suscitait quelques curiosités ici, mais je pense que c'est surtout hier. Et ce matin, ça a passé comme une lettre à la poste. On en a à peu près pas parlé. Sinon, qu'on peut constater entre toi et moi à quel point la politique peut donner de costaude leçon d'humilité. Je pense à Pierre Poilievre ce matin, qui se voyait très certainement premier ministre il y a quelques semaines. Il y avait toutes les raisons de le croire. Dont le parti a bien fait. Et dépité, voilà ce qu'il est. Très bon score, il faut le dire quand même, mais pas assez pour former un gouvernement. Et le principal intéressé, qui était le cœur et la périphérie du programme, parce que tout était autour de la personnalité du chef, qui se retrouve aujourd'hui député, plus qu'il n'a pas été élu. Mais c'est pas compliqué, Stéphane. Ce matin, tout le monde est déçu. Les libéraux sont déçus de pas être majoritaires, les conservateurs sont déçus de pas être au pouvoir, leur chef pas élu. Bon, dans le cas du NPD, le mot déçu est pas assez fort. Les autres sont détruits. Détruits. Et dans le cas du Bloc, finalement, ils n'ont pas la balance du pouvoir. Fait qu'ils ont perdu 10 sièges. Ils peuvent plus prétendre parler au nom du Québec parce que les libéraux ont beaucoup plus de sièges et de votes qu'eux. Fait que, puis ils n'ont pas la balance du pouvoir. Fait que finalement, en gros, là, tout le monde est déçu, tout le monde a perdu. Et c'est le reflet de la politique dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas dans nos démocraties où les choses sont fragmentaires, insaisissables et où tu cherches le centre, il y en a plus vraiment. Trump fait mentir un peu tout ça, puisque lui a réussi à se donner une réelle majorité substantielle pour gouverner. On verra combien de temps ça va durer. Dans quelques instants, je te parlerai de ces 100 jours qui se comptent, je pense, en années de chien. C'est plutôt 900 jours qu'on a comme impression au pouvoir. Mais une simple note, parce que je te parle de Paris, si on ne parle pas peut-être beaucoup du Canada, c'est que l'Europe a surtout retenu son souffle. Il y a eu comme un événement hier qui est apparu mystérieux chez nous. Ça a commencé, panne d'électricité, mais à un point, rapidement, on s'est rendu compte que c'est toute l'Espagne, et le Portugal, incluant une partie du sud de la France qui est desservie par l'Espagne. Donc, c'était une zone immense, des dizaines de millions de personnes qui n'avaient pas de courant. La péninsule ibérique dans le noir. En fait, c'est arrivé hier midi, donc on n'était pas tout à fait dans le noir, mais ils l'ont été à terme hier soir. Pas beaucoup de précédents. C'est zéro électricité à la grandeur du pays. Des images qui font vraiment un film de science-fiction dystopique avec des bouchons de circulation catastrophiques dans les grandes villes de l'Espagne, un peu moins au Portugal parce que... Des gens pris dans les ascenseurs partout. Des gens pris dans des ascenseurs, dans des trains, immobilisés. Ça donne une idée de ce qu'une cyberattaque bien organisée permettrait de faire, de ce que sont peut-être aujourd'hui les conflits ou de ce qu'ils pourraient le devenir. Je ne dis pas que c'est une cyberattaque, ça fait partie des scénarios qui ont été un peu repoussés. On parlait d'un phénomène météo rare et unique. Rare. Alors, je pense que ça, c'est peut-être l'hameçon pour accrocher les incrédules. Ce qui est possiblement arrivé, il y a beaucoup de gens qui ce matin se sont réveillés à ce scénario, c'est qu'en fait l'Espagne, qui aujourd'hui est en Europe le pays qui produit le plus d'électricité avec des sources renouvelables, donc des éoliennes, des panneaux solaires, a
a fait la démonstration que ce sont des systèmes très instables parce que quand tu es en période d'hyperproduction, c'était le cas hier, beaucoup de soleil, du vent apparemment, on peut pas stocker. Et avec la moindre des oscillations dans le système, quand dans le fond, alors je suis un profane, là, je suis pas le spécialiste, il faut pas me citer, mais c'est ma compréhension, quand tu as une production si abondante et que ça a un impact sur tes réseaux parce que tu n'es pas capable de délester suffisamment rapidement et de faire circuler ou de l'exporter, de la faire voyager, cette énergie, tu provoques des oscillations qui peuvent un peu griller les systèmes. C'est ce qui se serait produit. Mais dans tous les cas, ce qui, moi, m'intéresse ce matin, et que on connaît ça au Québec, on a connu les tempêtes de verglas, c'est nos formidables vulnérabilités. Imagine 2 pays qui n'ont pas une goutte. Alors, tu me diras, il y a certainement des moyens alternatifs, tu as des générateurs, mais à l'échelle où on demandait hier de l'électricité, ça laisse tout le monde exposé, jusqu'à des grandes institutions comme le musée du Prado à Madrid, où les équipes, après avoir évacué les gens qui étaient dans les salles, tout était au noir, étaient inquiets parce que il y avait même pas de système capable d'alimenter les systèmes de sécurité. Donc, tu as des milliards probablement d'œuvres qui étaient exposées. Alors évidemment, ça demande à des bandits d'être très, très réactifs pour pouvoir menacer les collections. Mais Stéphane, tu fais le parallèle avec le verglas, mais tu sais, même le verglas, parce que c'est un phénomène naturel qui s'est installé plus ou moins lentement sur une couple de jours. Mais au sommet, au Québec, on était à l'époque 8 millions quelque chose. Il y en a combien qui ont manqué d'électricité? 2 et demi. Hier, là, 2 pays dans le noir. Mais c'est quoi? Mais c'est 60 millions, quelque chose du genre? Peut-être plus? C'est l'Espagne et le Portugal, c'est à peu près à ça. C'est beaucoup de monde. Non, mais je veux dire, dans le sens que c'est vraiment beaucoup de monde. Plus que le verglas, plus que tout ce qu'on n'a jamais connu. En fait, c'est plus que la population du Canada au complet, là. Il faut imaginer, c'est plus d'aéroports qui fonctionnent, en fait, approximativement. Transport public et en commun, enfin, il n'existait pas, les trains, tout est arrêté, les communications cellulaires, t'es incommunicado, les réseaux informatiques. Je reviens toujours à la même conclusion, c'est notre extraordinaire vulnérabilité. Dépendance, ouais, vraiment. On est puissant, mais on dépend de peu de choses et dans un contexte plus agressif de conflit. Et on sait que, et je montre du doigt personne, mais les Américains ont à répétition au cours des dernières années constaté leur vulnérabilité. Par exemple, le Trésor, le département du Trésor, qui devrait être un des mieux protégés, profondément pénétré par des cyberpirates chinois. Alors ça menace un certain nombre de choses, pas nécessairement les infrastructures critiques, mais si tu peux rentrer dans les serveurs les plus protégés de la Terre au Trésor, c'est que tu peux aussi t'attaquer au réseau de distribution de l'énergie. Stéphane, donc c'est aujourd'hui officiellement les 100 premiers jours de Donald Trump. Le temps d'en faire des bilans. Lui en fait un bilan assez positif. Et pour faire son bilan, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur la pelouse de la Maison-Blanche? 100 mugshot des immigrants illégaux arrêtés par les forces de l'immigration depuis que M. Trump est au pouvoir pour montrer comme on a réussi à mettre hors circulation ces gens qui circulaient apparemment librement aux États-Unis. Ça a quelque chose d'un peu sinistre en même temps. Les photos, les mugshots, c'est l'équivalent de ce que M. Trump a mis à profit sur les t-shirts prisonniers arrêtés. Exactement. En français, en fait, c'est des photos de bertillonnage du préfet Bertillon en France qui a mis au point ces techniques au début du siècle précédent. Et c'est pour dire, on s'occupe du problème de l'immigration. Et à ce chapitre, force est de constater, la méthode est tout à fait brutal. Il est très, très loin en matière d'expulsion de ce qu'il promettait, parce qu'il faut les retrouver, les expulser, ces illégaux. Mais à la frontière, ça a été fermé, mais alors comme jamais ça l'a été depuis très longtemps. Et ça fait mentir ce que disaient les administrations précédentes, qui étaient un peu fatalistes. On peut rien faire, ça demanderait des moyens législatifs qu'on n'est pas capable de faire adopter. Or, à l'intérieur de ce qui est à peu près le cadre législatif, le président Trump a fait en sorte que, on peut comparer les chiffres très simplement. En décembre dernier mois complet de l'administration de M. Biden, il y a à peu près, en moyenne, 3000 personnes qui sont arrêtées du côté américain de la frontière, qui n'ont pas de papier, qui sont donc des illégaux, qui sont relâchés
en attendant de pouvoir se présenter devant un juge. Au mois de mars dernier, cette statistique était tombée à 300. En fait, on a à peu près imperméabilisé la frontière sud avec le déploiement de militaires, ce qui est, on ne sait pas si c'est parfaitement constitutionnel. Alors, c'est là que ça marche le mieux. Et pour autant, les sondages ne donnent pas à M. Trump de bonnes nouvelles après 100 jours. Ces chiffres d'appui défavorables sont élevés comme ils n'ont jamais été, 53%, 42-43 d'opinion favorable. Il n'y a pas beaucoup dans l'histoire des 100 premiers jours des présidences d'équivalent. Il n'est pas au meilleur et c'est probablement en raison de ce qui déchante sur les enjeux commerciaux et la peur que ressentent certains Américains qu'il y aura de l'inflation et que ça pourra avoir un impact sur les marchés boursiers, mais dans la vie économique de tous les jours. Mais sur l'expulsion, là, tu te souviens, j'avais fait les mathématiques de ça, là, l'expulsion, ce qui avait parlé de 10 millions, 12 millions de migrants illégaux, parce que il y a eu de la confusion, parce que là, maintenant, il semble parler juste de ceux qui ont un dossier criminel, puis ça, je le comprends parfaitement. Mais en campagne électorale, c'était pas ça, il parlait de 10 millions, 12 millions. Bon, si tu veux faire ça... si tu veux faire ça, mettons 12 millions sur 4 ans, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses 3 millions par année. Donc là, tu as un tiers d'une année de passé. Il faudrait que tu en aies déjà 1 million. On a du retard. On y arrivera jamais. Il arrivera jamais à proche de ça. Là. Cette promesse-là, il faut l'oublier. Là. 3 millions par année, en fait, dans la mathématique sur 4 ans. Donc, c'est ça, je dis, il y aura un tiers de passé. Il faudrait en avoir 1 million déjà à un tiers de l'année, là. Et ça on n'est vraiment pas les chiffres. C'est improbable. Il avait d'ailleurs, je pense pas, je suis certain, dans son discours, dit on va prioriser les criminels. C'est évidemment là aussi le plus sensible, d'autant qu'une partie de la main-d'œuvre essentielle à l'économie américaine qui n'a pas de papier. Et ça, les électeurs le sentent et le savent. Et M. Trump aussi, jusqu'à quel point il sera capable d'aller jusqu'au bout de la promesse ou en partie. Je pense que de la coupe aux lèvres, il va y avoir une sacrée distance, mais c'est des enjeux économiques. Et tu auras peut-être noté, c'est le Wall Street Journal qui montrait la voie hier, que encore une fois, en matière de commerce, il doit faire des aménagements. Pour l'industrie automobile particulièrement, les pièces importées risquent d'avoir un protocole différent de tout le reste pour au minimum 2 ans parce que ça ne fonctionne pas et il y a un risque que les choses se grippent. Puis plus encore, il y a politiquement le choc qui se manifestera dans 2-3 semaines. Moi, je regarde de très près le trafic des porte-conteneurs et les porte-conteneurs partis de Chine, là, il y en a à peu près 60% de moins depuis un mois et demi. À terme, c'est le port de Los Angeles et les grands ports qui reçoivent ces conteneurs qui vont être affectés. Mais derrière ça, c'est un ruissellement. C'est l'industrie du camionnage, le fret sur les trains. Ça va avoir un impact parce qu'on va déplacer moins de marchandises et aussi, très possiblement, sur les tablettes, des produits que les consommateurs américains ont l'habitude d'acheter à bon prix, qui seront juste plus là. Et ça pourrait faire bouger les lignes politiques dans 2-3 semaines, 1 mois. Ouais, tout ce dossier des tablettes vides là, qu'on a commencé à voir apparaître dans certains magasins qui étaient habitués à vendre du bon marché aux États-Unis. Tu crois-tu à ça, toi, qu'on pourrait voir ça de plus en plus? On dirait que ça se peut pas aux États-Unis, des tablettes vides. Là, on voyait ça à Cuba et en Russie à une époque, mais difficile d'imaginer le pays du commerce. Je pense que les grandes surfaces où tu pourrais avoir ces images sont suffisamment intelligentes et ont un sens suffisant ou suffisamment développé du marketing pour éviter que tu te retrouves avec de pareilles images catastrophiques de pénurie à la soviétique. D'abord, c'est pas bon pour le commerce, mais il y a des choses qu'on trouvera plus carrément. Parce on va que ça mettre d'autres choses sur les tablettes. Il y aura d'autres choses. Mais ce choc-là ne sera pas que symbolique. Ça va se répercuter dans l'opinion et c'est de voir jusqu'à quel point M. Trump sera capable de surfer sur la promesse qu'il a faite. C'est un coup d'ajustement temporaire. Combien de temps ce temporaire peut-il politiquement durer pour lui? Stéphane, merci, à demain. Cube